quand nous luttons contre les mensonges et les manipulations dont les classes super riches sont coupables. Nous pouvons nous retrouver prisonniers de l'idée selon laquelle le fait d'exposer les vérités est un élément crucial dans la lutte que nous menons. N'avons-nous pas l'impression que si tout le monde était au courant des choses qui se passent vraiment dans les sphères des classes super riches, les réseaux criminels de toutes sortes, les décisions prises pour réduire à la précarité des populations entières, les décisions prises pour saboter la santé de milliards de personnes, les décisions prises pour réduire toujours davantage les libertés individuelles pour le citoyen de base, le fait même que les décisions qui affectent la marche des nations ne sont plus le fait des gouvernements officiels, contrairement aux apparences, mais le fait d'un obscur groupe privé contrôlant le monde de la finance et le monde des institutions internationales, etc. N'avons-nous pas l'impression que si tout était su de tout le monde, ces manipulations cesseraient, et ces décisions inhumaines seraient neutralisées? Nous sommes profondément naïfs quand nous combattons les classes super riches. Car elles ne sont pas réellement super riches. Certes, elles sont super riches, mais cela n'est pas ce qui les caractérise, c'est juste l'une des conséquences de ce qui les caractérise. 3 grandes compétences les caractérisent, elles maîtrisent au plus haut niveau, l'art de la manipulation des masses, l'art des affaires et l'art des finances. En d'autres termes, ce sont des classes d'ingénieurs psychosociaux de haut niveau. Et nous n'avons pas encore compris la source de leur pouvoir social immense, si nous n'avons pas compris cela. L'ingénierie psychosociale n'est pas une discipline que vous pouvez étudier à l'université ou dans une école supérieure. Et cependant, une partie des matières qui la composent, la coque extérieure, s'enseigne dans certaines grandes écoles liées aux sciences politiques, aux finances et aux affaires. Les matières les plus importantes en cette discipline, qui ont à voir avec la psychologie énergétique des individus et des masses, et avec la science du conditionnement mental et de l'influence psychique sur les individus et les masses, ne s'enseignent qu'aux seules personnes qui ont été introduites et intégrées à certains cercles particuliers. Si nous pouvions donner un aperçu un peu spécial de ce que nous pouvons appeler ici l'élite psychosociale, nous dirions qu'elle est composée de 2 niveaux, les hommes de pouvoir, et les maîtres du pouvoir. Les premiers peuvent être des autodidactes ayant bâti eux-mêmes leur ascension économique ou politique, et quand ils sont au niveau le plus élevé de leur ascension, ils deviennent les alliés conscients des seconds. Et les seconds sont toujours des hommes extrêmement bien instruits et bien entraînés dans les arts psychologiques et psychiques, au point d'avoir développé jusqu'à des degrés élevés de grandes des choses, la compétence de la manipulation mentale des masses et des individus. Et le pouvoir de lecture et d'influence psychique sur les masses et les individus. Si vous rencontrez un maître du pouvoir un jour, et s'il veut vous laisser un souvenir puissant de cette rencontre, vous aurez fait l'expérience de vous retrouver dans la présence d'un être capable de lire dans votre mental émotionnel comme dans un livre ouvert. Et capable de vous exciter ou de vous inhiber psychiquement et directement avec une force irrésistible. Plus particulièrement, vous aurez eu la sensation de vous retrouver en face d'un être appartenant à une espèce supérieure à l'espèce humaine, bien qu'ayant une apparence humaine. Les hommes de pouvoir peuvent opérer en ordre dispersé dans le champ social, et se combattre les uns les autres en fonction des divergences d'intérêts qui existent encore entre eux. C'est la partie divisée et chaotique de l'élite psychosociale. Notamment lorsqu'il s'agit de leaders politiques. Les maîtres du pouvoir sont la classe sociale la mieux organisée et la plus soudée au monde. Et ils ont une vision ambitieuse quant à l'évolution sur le long terme de l'humanité, et ils travaillent au service de cette vision. Le seul petit problème c'est que dans cette vision, l'homme ordinaire n'est pas la chose la plus importante. L'homme ordinaire, sous-entendu la masse des hommes ordinaires. Et c'est même la chose la moins importante. Et si vous réagissez ici comme un homme ordinaire, ayant entendu que les maîtres du pouvoir ont une vision ambitieuse de l'évolution de l'humanité, et ayant entendu que l'homme ordinaire est la chose la moins importante au sein de cette vision, vous aurez une impression de contradiction, voire de non-sens, dans le propos. Je vous laisse gérer comme vous pouvez, cette impression de contradiction. Mais oui, l'homme ordinaire est une donnée mineure dans les équations de civilisation que les maîtres du pouvoir essaient de résoudre au fil des siècles. Et cette élite est davantage concernée par les conditions de son renouvellement au fil des siècles, parce que ses membres ne sont pas immortels. Même si ce n'est pas tout à fait vrai lorsque c'est dit ainsi. Que par les réactions de l'homme ordinaire aux limitations et aux inconforts de sa condition. Les maîtres du pouvoir ont une action sur le monde, qui n'est pas à l'avantage de l'homme ordinaire. Sans que le but ne soit cependant de détruire l'homme ordinaire. Et c'est le constat de cela qui fait naître en nous des vocations de lutte sociale contre les superpuissants de ce monde. Nous pouvons porter quelques estocades contre les hommes de pouvoir. Mais contre les maîtres du pouvoir? Nous sommes profondément naïfs. Et déjà nous n'avons jamais une claire vision, ni une claire compréhension, de l'existence de l'élite des ingénieurs psychosociaux. Nous ne voyons à peu près seulement que les hommes de pouvoir, et nous ignorons bien souvent qu'ils n'ont pas de pouvoir. Oh, mieux ils servent de pièces de haut rang entre les mains des maîtres du pouvoir, qui eux n'apparaissent que par accident dans les colonnes des journaux de ce monde. Par accident, sauf quand la ligne spécifique de travail de l'un ou l'autre rencontre la nécessité de la célébrité à quelque échelle. Le premier niveau de l'élite psychosociale, les hommes de pouvoir, peut comporter des individus immoraux et jouissifs. Mettant leur haute compétence en conditionnement des masses et des individus, au service de leur plaisir et de leur jouissance personnelle. Et cela ne les dérange pas s'ils doivent créer et exploiter la précarité de millions de personnes pour s'enrichir eux-mêmes davantage.
D'un certain point de vue, et seulement d'un certain point de vue, ils sont le mal. Le second niveau, les maîtres du pouvoir, se caractérise entre autres par le fait qu'un maître du pouvoir est amoral. Et libre par rapport à ses propres mécanismes émotionnels. Quand nous luttons contre le pouvoir, notre naïveté se cristallise dans le fait que nous ignorons nous-mêmes ce qui est en jeu. Nous ignorons la nature de notre propre réaction, nous réagissons comme un homme ordinaire, qui n'est pas d'accord avec le contenu en événements et en comportement du monde. Et qui identifie le pouvoir comme étant la source principale ou l'influence principale de ce contenu. Et nous nous imaginons que, depuis notre condition d'homme ordinaire, nous pouvons réellement contribuer à modifier ce contenu dans la direction qui nous semble, à nous, la meilleure. Mais, avant même que nous ayons eu notre première pensée de révolte ou de rébellion. Avant même que nous n'ayons posé notre premier acte de contestation sociale. Les ingénieurs psychosociaux avaient déjà prédéfini les modèles et les lignes de dissidence que nous allions spontanément adopter. Et ils avaient même déjà prédéterminé les causes que nous allions défendre, les traités que nous allions contester, les mesures que nous allions combattre. Ceux des hommes ordinaires qui ont un instinct de rebuffade prononcé, sont naturellement intégrés dans les équations des ingénieurs psychosociaux. Un peu comme un ingénieur en construction prévoit les contraintes, les pressions et les chocs que le bâtiment subira. Pour en définir la viabilité sur une certaine échelle de temps. Pour modifier de manière dirigée le contenu des événements et des comportements du monde, il faut disposer de grandes connaissances et de grandes compétences dans le domaine de l'ingénierie psychosociale. Et ce n'est pas en dénonçant quelques scandales, qui font partie des équations générales, que nous pouvons prétendre changer réellement les choses. Les ingénieurs savent que nous avons besoin de nous révolter et de nous rebeller. Et le fait que nous puissions satisfaire ce besoin, est encore un élément de leurs équations. Tant que nous ne devenons pas des hommes de volonté, et tant que nous ne développons pas notre propre compétence d'ingénieur psychosocial, nous ne pourrons rien faire qui puisse changer le contenu du monde. Si nous voulons changer le monde, nous ne le pourrons jamais en restant des hommes ordinaires. Jamais. Inutile de rêver. Jamais. 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 Et l'élite des ingénieurs de la société ne s'intéresse pas à créer un paradis pour l'homme ordinaire. Il y a bien un projet de paradis terrestre, mais ce paradis n'est pas destiné à l'homme ordinaire, qui y sera toujours une forme ou une autre d'esclave ou de rebut. Est-ce que vous trouvez que je vous parle fort ? Cessez d'être des hommes d'émotion, soyez des hommes de volonté.